je m'appelle Antoine, je suis évaluateur agréé depuis 2018. J'ai gradué ici à l'Université Laval après un bac en administration. J'ai fait l'option gestion urbaine et immobilière. Suite à ça, je suis allé faire mon stage au ministère des Transports à Trois-Rivières. Puis ensuite, j'ai été travailler pour le groupe Altus, donc un bureau d'évaluation bien connu au Québec. Je travaillais pour le groupe Altus à Montréal. Aujourd'hui, je travaille pour le fonds de placement immobilier Cominard, ici à Québec. Je m'appelle Guillaume Caron, j'ai le titre d'évaluateur agréé. J'ai gradué de l'Université Laval en 2010. J'ai obtenu mon titre d'évaluateur agréé en 2011. Je travaille actuellement comme directeur de la section commerciale et multirésidentielle à la Ville de Québec, à l'évaluation immobilière. Roxane Carrier, je suis évaluateur agréé. J'ai mon titre depuis 2014, mais j'exerce dans la profession d'évaluation depuis 2011. Donc, j'ai commencé en évaluation chez Groupe Altus alors que je débutais à l'université. Alors, quelles sont les perspectives de carrière en évaluation immobilière? Il y a vraiment beaucoup de diversité en termes de perspectives de carrière. On peut aller travailler dans le public, donc au sein de municipalités ou alors pour les ministères des Transports, Société québécoise des infrastructures. Il y a beaucoup de cabinets d'évaluation privés pour lesquels on peut travailler vraiment à faire de l'évaluation pour les besoins spécifiques de chaque client. Et il y a également un besoin en évaluateur agréé dans d'autres types d'entreprises en immobilier. Donc on peut penser par exemple aux fonds de placement immobilier, les promoteurs immobiliers, même parfois les courtiers, surtout pour ce qui est des courtiers dans le commercial. Il y a une demande pour des évaluateurs agréés dans ce milieu-là. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que le travail qu'on fait, il va varier grandement, dépendamment du type d'employeur pour lequel on va travailler. Mais dans tous les cas, on se rend compte que l'expertise des évaluateurs agréés, elle est vraiment en forte demande depuis les dernières années. Puis il suffit juste d'aller voir sur le site de l'Ordre des évaluateurs. N'importe qui peut aller voir le site et les offres d'emploi qui sont publiées pour se rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup de demandes en ce moment pour ce métier. Autant on peut œuvrer en tant qu'expert conseil dans des entreprises privées comme JDA, Groupe Altus ou autres. Autant aussi on peut travailler auprès directement des promoteurs. Il y a plusieurs promoteurs, entrepreneurs, constructeurs qui ont leurs propres évaluateurs agréés à l'interne. Je sais que le Gisco, par exemple, ils ont un évaluateur. Il y a certaines grosses entreprises aussi dans les réseaux de personnes âgées qui ont des évaluateurs. Rio Tinto aussi. Il y a d'autres possibilités aussi dans le domaine public, parapublic. Donc, au niveau provincial, il y a Revenu Québec, des évaluateurs. La Société québécoise des infrastructures. Il y a le domaine public fédéral aussi, donc Travaux publics et Approvisionnement Canada, ils ont des évaluateurs. Il y a aussi tout l'aspect municipal, donc pour les rôles d'évaluation, il y a toutes les villes qui embauchent des évaluateurs pour les plus gros services d'évaluation ou des entreprises privées qui font exclusivement aussi des rôles d'évaluation pour des plus petites municipalités qui n'ont pas le loisir de s'offrir vraiment un service d'évaluation à l'interne. Donc, les perspectives d'emploi sont vraiment très, très variées. Puis, au niveau de l'Ordre des évaluateurs, on n'est pas si nombreux. On a environ 1000 évaluateurs à travers toute la province de Québec. La majorité des gens sont plus proches de la retraite qu'en début de carrière. Donc, il y a vraiment beaucoup de place pour la relève dans le domaine de l'évaluation. C'est quoi les avantages de faire partie d'un ordre professionnel? Je te dirais que c'est principalement la vision du public, du professionnel. De détenir le titre d'évaluateur agréé, ça amène une certaine confiance, puis aussi une approbation du milieu de l'immobilier. Je te dirais que c'est les principales forces. C'est sûr qu'il y a aussi le fait que le public se sent protégé, puis finalement a aussi des recours par le fait de faire affaire avec un évaluateur agréé. À quoi ressemble la journée type en termes de flexibilité, horaire avantage, et puis aussi au niveau du nombre des dossiers traités? Évidemment, la journée type, elle va varier dépendamment de l'employeur, mais de manière générale, on peut dire que comme on est professionnel, on bénéficie d'une certaine souplesse au quotidien pour effectuer nos tâches. Je pense que c'est le métier qui est vraiment parfait pour les gens qui n'aiment pas la routine. Donc, je ne suis pas une personne qui aime la routine, donc c'est excellent pour moi. En fait, une journée, je peux passer une journée au complet au tribunal. Je fais des dossiers de litige, donc parfois je suis à la cour plusieurs journées de suite. Parfois, je dois rédiger mes rapports, donc je suis installée devant mon ordinateur toute la journée. Il y a des journées où c'est plus varié, donc je vais faire une partie de ma journée de la rédaction, une autre partie, je vais être plus sur la route
pour aller visiter mes comparables, visiter mes propriétés sujettes, ou je vais être chez les clients, aller rencontrer les clients pour prendre compte de leurs besoins afin de faire une soumission. Donc, c'est vraiment là, excessivement varié comme journée. Je n'ai pas vraiment de journée type. Ça dépend des types de dossiers que je traite. Et puis, comme la majorité de mon temps est dédié en fait aux dossiers commerciaux ou aux dossiers de litige, qui sont souvent des dossiers de plus grande envergure, je traite moins de dossiers, par exemple, que ceux qui font exclusivement du résidentiel. Par exemple, à l'heure actuelle, j'ai un dossier de litige, ça fait 2 ans que je l'ai dans ma cour et puis on va finalement procéder au tribunal administratif au mois de juin prochain. Là. Donc, j'ai plusieurs dossiers, mais souvent, c'est des dossiers de longue haleine. Donc, c'est difficile aussi pour moi de donner un chiffre là, exact là, de combien de dossiers je peux avoir en même temps. C'est assez variable. Au niveau de la prise en charge d'un dossier, il faut savoir, ce qui est important en fait de savoir, c'est qu'un professionnel, un évaluateur agréé, est vraiment responsable de son dossier. Donc, généralement, c'est lui qui va organiser son temps, puis il va organiser la chronologie finalement de ses tâches dans son dossier. Mais règle générale, les premières étapes, là, c'est vraiment prendre connaissance du mandat, s'assurer de bien comprendre aussi le mandat. Il y a un rôle où il y a des éléments de communication qui sont très importants avec les différents intervenants qui sont associés au dossier, que ce soit le client ou les autres parties prenantes, d'autres professionnels de d'autres corps de métier. Puis évidemment, mais il y a un travail aussi d'analyse pour aller prendre finalement, aller comprendre les aspects économiques, les aspects légaux, les attributs physiques de la propriété. C'est vraiment un travail de départ en fin de compte pour se faire une tête ou une idée plus précise sur l'immeuble qu'on évalue. Par la suite, on a un grand volet d'analyse et de rédaction parce que l'objectif de notre analyse, c'est d'aller déterminer En fait, l'objectif de l'analyse, c'est de formuler une opinion motivée de la valeur. Puis, à travers un rapport narratif, on va aller finalement expliquer notre opinion motivée de la valeur. Alors, quelles sont les différentes techniques d'évaluation des biens immobiliers et laquelle on va privilégier? Pourquoi? En évaluation, il existe donc 3 types d'évaluation principales. La première, ça va être la méthode de comparaison. Donc, c'est une des techniques qui est les plus utilisées. Puis elle s'appuie en fait sur les prix de vente des propriétés comparables qu'on peut observer sur le marché. C'est une méthode qui est très efficace lorsqu'on doit évaluer un bien s'il n'a pas de revenus associés, comme par exemple une maison unifamiliale ou un condo. Puis cette méthode, elle est d'autant plus efficace qu'il y a un nombre de propriétés vendues élevé. Donc ça, c'est la première méthode, c'est la méthode de comparaison. Ensuite, on a la méthode du revenu. Elle, comme son nom l'indique, dans le fond, elle va être à privilégier lorsque l'actif immobilier va générer des revenus. Donc, on parle ici d'immeubles résidentiels locatifs, des tours à bureaux, des centres d'achat ou même des bâtiments industriels. La valeur marchande, en fait, dans ce cas-là, elle est dérivée à partir des revenus qui sont générés par la propriété immobilière. Donc, on va actualiser, ramener en date d'aujourd'hui avec un taux qui est représentatif du marché pour ce type d'actif et ça nous donne la valeur marchande. Finalement, la troisième méthode, ça va être la méthode du coût. Donc cette méthode-là, encore une fois, comme son nom l'indique, elle consiste à estimer la valeur de la propriété selon le coût de reconstruction du bâtiment, qu'on va ensuite venir déprécier pour tenir compte de l'âge du bâtiment, de sa condition physique et de son état général. Cette méthode-là, on va la privilégier pour des actifs qui n'ont pas forcément de revenus et de propriétés comparables, donc des actifs qui peuvent être assez particuliers tels que des stations de pompiers, des stades ou ce genre de choses. Puis elle va être aussi beaucoup utilisée dans le domaine de l'évaluation pour des fins d'assurance. Donc dans ce cas-là, on va privilégier cette méthode-là puisqu'elle va permettre de venir estimer la valeur et le coût de reconstruction de l'immeuble dans le cas d'un sinistre en fait. Donc généralement, un rapport d'évaluation, il va toujours essayer d'utiliser le plus possible de méthodes afin de pouvoir estimer la valeur marchande. Généralement, on va s'appuyer sur une de ces 3 méthodes qu'on va estimer comme étant la plus représentative. Si l'immeuble génère des revenus, on va par exemple s'appuyer sur la méthode du revenu, qu'on va ensuite venir corroborer avec les 2 autres méthodes, donc la méthode de comparaison et la méthode du coût. Trouver des bons comparables, c'est souvent le nerf de la guerre parce qu'on n'invente pas le marché. Donc, on doit faire avec le marché. Il n'y a pas toujours des excellents comparables
pour l'évaluation de la propriété qu'on a à faire. Particulièrement, en fait, à l'heure actuelle, en temps de pandémie, excluant le marché résidentiel, le marché commercial est un peu plus attentiste, donc il y a un peu moins de transactions qui se sont effectuées cette année en raison de la pandémie. Ça va être vraiment là, de regarder ce qui se rapproche le plus en termes de caractéristiques physiques, fonctionnalités, temporalité de la vente, essayer de ne pas prendre une vente qui est trop éloignée dans le temps. Mais c'est certain que, comme je disais plus tôt, on n'invente pas le marché, donc on fait au mieux en fonction des informations qu'on est capable de retirer des ventes. Plusieurs aspects peuvent affecter la valeur d'un bien à évaluer. Je te dirais que lorsqu'on se pose cette question-là, ce qui est important, c'est de toujours se ramener au niveau du marché. L'évaluateur agréé, finalement, n'invente pas le marché. Il va aller faire une lecture du marché, tente d'essayer de le comprendre, tente de le comprendre pour finalement refléter les tendances du marché dans son analyse. Donc, il y a plusieurs aspects qui peuvent influencer la valeur d'un bien, que ce soit des aspects architecturaux. Évidemment, il y a des éléments légaux qui peuvent affecter la valeur d'une propriété, sa localisation. Donc, il y a vraiment plusieurs éléments qui vont aller affecter la valeur, là, comme on le voit. Les aspects légaux, les aspects physiques de la propriété, sa localisation. Comme évaluateur, on se fait souvent poser la question à savoir si les aspects esthétiques qui sont perçus par les acheteurs, si on les reflète dans nos analyses en tant qu'évaluateur. En fait, cette question-là est répondue par l'évaluateur dans le sens où il doit analyser son marché et il doit essayer de comprendre les réflexes de l'acheteur. Donc, évidemment, s'il y a un élément architectural ou un élément esthétique qui est pris en compte par l'acheteur, l'évaluateur va aller le transposer dans son analyse. Mais c'est vraiment du cas par cas. Ça peut être différent d'un marché à l'autre. C'est vraiment une question finalement de marché. Donc, si j'avais des anecdotes à raconter là, par rapport à l'évaluation puis à mon parcours jusqu'à maintenant, fait quand même cocasse. Un jour, j'étais sur la route avec une stagiaire en évaluation, puis l'objectif, en fait, c'était de lui montrer comment bien enquêter ses comparables. On était en train d'évaluer un lotissement dans la région de Québec. Donc, j'ai voulu aller visiter une maison modèle, en fait, pour aller prendre l'information sur le développement, le projet qui était en cours. Je pensais que c'était la maison modèle. Donc, je suis rentrée dans la maison sans m'annoncer et ce n'était pas une maison modèle, c'était la maison d'une personne privée. J'ai fait le saut quand je suis rentrée, j'ai vu des jouets d'enfants et la salle d'eau qui me semblait bien occupée. Je me suis dit, oups, je crois que ce n'est pas la maison modèle ici. Donc, j'ai juste refermé la porte et je suis ressortie doucement de la maison. Je ne sais pas si la propriétaire s'en est jamais rendue compte, elle n'était pas au rez-de-chaussée au moment où je suis rentrée dans la maison. Morale de cette histoire, barrez toujours vos portes. Il y a peut-être un évaluateur qui va rentrer chez vous en pensant que c'est une maison modèle. Fait que ça, je dirais, c'est quand même une anecdote cocasse. Est-ce que j'ai une anecdote, donc tranche de vie qui aurait marqué ma carrière? Mais je pense qu'un des éléments qui rend notre travail intéressant, c'est que tout ce qu'on évalue, toutes les propriétés, tous les biens immobiliers qu'on peut évaluer, on doit les visiter. Ça fait partie des normes de l'ordre des évaluateurs. Donc, on est parfois amené à visiter des propriétés qui sont ou très particulières ou assez impressionnantes. Par exemple, j'ai eu l'occasion de visiter un terminal pétrolier. Donc ça, c'est un site industriel avec d'immenses silos dans lesquels ils stockent les réserves de fuel. Donc ça, c'est assez impressionnant à voir. J'ai aussi pu visiter donc, des couvents, des hôpitaux désaffectés, donc toutes des propriétés un peu particulières et puis qu'on n'aurait jamais pensé visiter dans d'autres situations. Mais je pense que l'expérience qui va rester avec moi pour toute ma carrière, c'est quand on a dû visiter, dans le fond, pour un client. Ce client-là avait beaucoup de terrain en bordure de rivière. On parle de dizaines d'hectares de terrain qui auraient été difficiles d'accès puis difficiles d'aller visiter. On a fait la visite, dans ce cas-là, en hélicoptère. Fait que c'était vraiment, je pense, une des plus belles journées au bureau là, qu'on peut avoir, faire une visite de terrain en hélicoptère. Si je devais donner un conseil à l'étudiant que j'étais là, il y a une dizaine d'années, je te dirais que
je me dirais de me calmer un peu. C'est normal de ne pas tout savoir. L'évaluation immobilière, c'est vraiment un domaine qui s'apprend, oui, à l'école, mais aussi à travers le marché. Le rôle de l'évaluateur agréé, finalement, c'est de traduire le marché. Donc, c'est des connaissances qui se font petit à petit au fil des expériences qu'on se fait. Donc, vraiment, d'essayer de ne pas se mettre de pression à ce niveau-là.